Et c'est parfait. Tout le monde est là à l'heure, à la minute près. Salut à tous. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Allez. Bonjour. Au niveau du son, je pense qu'on est assez bon. Pas trop d'écho. Ça bouffe quelque part. Là, j'entends des couverts. On va dire bonjour au chat. Bonjour Martial. Bonjour Eric. Bonjour. Oh la putain. DTNeo 12. Bonjour Patrice. Et bonjour Absolutely Tabulous. J'espère que vous allez bien. Ça va pour ce début de semaine? Allô? Non. Salut Benoît. Bon, bah c'est super cool. Bienvenue pour ce 6e épisode de Airtable Arena. On a un gros programme puisqu'on s'intéresse cette semaine, ce mois-ci plutôt, à la génération des documents, donc avec une base, on va dire, de données issues d'Airtable. Il y a plein d'outils sur le marché, avec chacun ses avantages et ses inconvénients. Et donc, l'idée, c'est de un petit peu balayer tout ce qui se fait sur le marché. Et donc, chacun d'entre nous vous a concocté un petit peu une petite démo d'un outil. Vous pouvez évidemment poser vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Et puis, je crois que c'est tout. Si vous ne pouvez pas voir l'intégralité de l'émission, elle est disponible sur Twitch pendant une semaine et après sur la chaîne YouTube de Code Opération avec un S. Voilà. Pierre, tu veux faire une petite introduction de contexte
Parce que je sais Non, que la dernière fois, j'étais rentré un petit peu trop rapidement sur la thématique. Alors, je sais pas si tu vas rajouter quelque chose à... ah non, pour une fois, j'ai rien à dire. Tu as été parfait. Ah, bon. Je dois progresser de- Euh, d'émission en émission. Alors, on va commencer avec, on va dire, un Après, peu enfin, la... juste le seul truc que j'ajouterais. Oui, en fait, j'ai un truc à dire. Il faut quand même Non, que mais tu enfin, ajoutes quelque chose. le but ici est pas de voir quel est le meilleur outil. C'est pas comme Make Airtable où clairement, Make Zapier, où clairement Make est meilleur. Voilà. Là, non, mais enfin, c'est comparer des outils et puis voir un peu les cas d'usage qui peuvent être intéressants pour tel ou tel outil parce qu'il y en a beaucoup et on utilise tous un, deux, trois outils. Mais en fait, sur les cas d'usage, ça peut être intéressant de savoir un peu le panel des solutions qui existent pour utiliser le bon outil pour le bon besoin. Salut, Adrien. Et donc, on va commencer avec Élise, qui va nous parler de Google Doc, mais Google Doc dans Airtable. Alors, Ouais, je vais te partager, je vais chercher ton... c'est ça, c'est bon. Vous voyez Voilà, bien? parfait. Ouais. Voilà, je vais vous parler en premier lieu. Ah, ça, j'ai un écho, je m'entends pas autour. On peut couper, attends. Bon, ah, ça va mieux. Ça y est. Bon, je vais vous parler du coup de la génération en fait par les automations Airtable. En fait, ça existe depuis que quelques mois. Je sais plus exactement quand c'était la sortie. Et là, du coup, j'ai créé une base très simple avec des adhérents dans la première table et des adhérents qui peuvent être inscrits à des cours. Donc avec une table cours. Et tout l'enjeu, c'est quoi? C'est de générer un listing des adhérents pour ce cours-là. Et donc, très simplement, j'ai créé une automation qui, sur le clic d'une checkbox, va générer le listing. Donc, par exemple, on peut le faire avec le premier. Et si tout se passe bien, on va voir le lien s'afficher dans le fil dernier listing. Très bien. Et donc, derrière, en fait, l'automatisation, elle est assez simple. Voilà, quand la case est cochée, eh bien, je vais aller chercher les personnes, les adhérents qui, en fait, sont inscrits à ce cours-là. Et je vais générer le Google Doc. Donc là, on voit qu'on peut faire une mise en page avec des variables et en fait une grille. Une grille avec, voilà, la grille, en fait, on peut la remplir avec les variables, enfin les fields, les champs que l'on souhaite des adhérents, en fait. Donc là, si on fait éditer, on voit que j'ai coché le numéro d'adhérent, le prénom, le nom. J'ai fait une petite magouille, je vais vous montrer, pour avoir des cases à cocher. Voilà, par exemple, si je veux avoir des cases pour les 9 prochains cours à cocher, des cases de présence. Voilà, et après, je viens inscrire le lien ici, assez basiquement. Bon, je passe assez rapidement, mais l'idée, c'est de ne pas prendre trop de temps pour aller dans le détail. Donc là, si je clique sur le lien, on voit ma génération de listing. Donc les avantages, voilà, c'est que c'est assez simple à mettre en œuvre, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, les colonnes sont de taille similaire. Toutes les colonnes doivent être de la même taille. Donc c'est pour ça que j'ai fait la petite bidouille d'avoir 3 colonnes différentes pour mes cases à cocher. Et le gros désavantage que j'ai aussi, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, classer par ordre alphabétique. Donc, soit on se base sur une vue qui est elle-même dans l'ordre alphabétique, soit quand on parle, voilà, quand on met une condition sur, par exemple, là, le cours, pour sélectionner nos adhérents, ben, on ne peut pas classer par ordre alphabétique. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà utilisé ça, les autres, ou pas? Yes, j'ai eu le même problème de mon côté. Mais le problème, il n'est pas inhérent au Google Doc, il est inhérent au find de Airtable, Et tu sais, qui renvoie pas les trucs dans l'ordre dès qu'on met une condition, ce qui est très embêtant. et tu sais sur quel critère il se base du coup Airtable? Parce que j'ai pas réussi à trouver, apparemment c'est aléatoire. C'est complètement aléatoire parce qu'en Ouais. fait, il lance plein de d'ordres
en parallèle, il fait plein de choses en parallèle, et dès il en a fini un, il le balance, et donc c'est complètement aléatoire. Moi, le workaround que j'ai utilisé pour ça, hélas, j'ai pas trouvé d'autre solution que d'utiliser un script qui va en fait régénérer en fait le HTML dans l'ordre que je veux. Mais c'est pas simple du tout. Et j'aurais bien aimé qu'il nous propose quelque chose de simple et de no-code, quoi. Ouais. C'est pas l'ordre de création. Non, non. D'accord. C'est très chiant parce que du coup, c'est très embêtant de pas livrer un truc dans l'ordre que tu veux. C'est Ou une sinon, grosse limitation pour moi. ça peut être un cas d'usage du coup à privilégier quand on se base sur une vue. Mais du coup, ouais, dès qu'il y a des conditions dynamiques, là, c'est un peu compliqué, ouais. Voilà. Parce que justement, j'avais en plus une cliente qui voulait que ce soit classé par ordre alphabétique de prénom. Donc justement, qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? C'est que je suis passée sur la deuxième solution qui est générer un listing avec Make et avec le module Word. Donc là, très simplement, j'envoie un webbook depuis Airtable. Je vais récupérer les infos du cours dans la table cours. Et à partir du template, donc là, oui, l'inconvénient, c'est que le template, il doit être stocké, enfin, il doit être hébergé quelque part et on doit le télécharger concrètement. Et à partir de ce template, encore une fois, je viens chercher les adhérents, remplir les lignes qui vont bien et puis je le remets sur Google Drive, quoi. Donc, ce qui est un peu embêtant avec ce module Word comparé au module Google Docs, c'est qu'on doit remplir à la main toutes les clés. Voilà. On doit remplir à la main toutes les clés, mais on peut quand même faire des boucles avec cette valeur loop. Et donc là, j'ai fait une boucle sur le prénom, nom et le numéro d'adhérent, quoi. Assez basiquement. Et j'ai même vu qu'on peut faire aussi des conditions. Ça veut dire on peut afficher certaines valeurs sous conditions. Par exemple, j'en sais rien, afficher l'âge de la personne si cette personne est un enfant, par exemple. Tu peux pas faire la même chose avec un Google Doc? Le Google Doc, je crois pas qu'il y a de conditions. Non, je veux dire, là, plutôt, tu as utilisé un Word, mais tu peux pas faire exactement tout le même process avec Make, mais utiliser un Google Doc? Bah, Google Doc, moi si je dis des bêtises, mais on peut pas faire d'itération simplement dans Google Doc, dans le module Google Doc. Ah ouais, ok. C'est effectivement ce que j'ai entendu. Ouais, tout à fait. Il faut utiliser un Make API Call, etc. Mais c'est vrai que ça devient beaucoup plus complexe. Et donc là, j'en ai géré un juste avant. Alors, on va l'ouvrir avec Google Doc. Et donc, ce qui est cool, ouais, c'est que là, du coup, on peut choisir les tailles de colonnes qu'on veut. On n'est pas bloqué avec... concrètement, on peut personnaliser notre template beaucoup plus que la génération avec Airtable. Et bien sûr, on peut trier comme on veut dans Make, quoi. Évidemment. Ça, c'est plutôt cool. Et avoir des champs de taille variable aussi. Comment? Avoir des champs de taille variable aussi. Des colonnes de taille variable. Ouais, voilà. Et là, voilà le template à quoi il ressemble. Si on utilise le module Word, en fait, il suffit ici, dans notre boucle, de mettre une variable de début, de fin. Et puis, il reconnaît automatiquement que c'est une boucle. Et il duplique les cases, ça c'est intéressant. Ouais, il duplique automatiquement les cases. Là, par exemple, il m'a automatiquement reproduit les cases à cocher. Et le texte est gratuit pour le Google Doc. Pardon, Pierre, tu disais? En mappant les champs, tu peux peut-être aussi t'enlever pas mal de peine dans la configuration du module aussi, éventuellement. Plutôt que d'aller ajouter dans Make à la main les champs un par un, etc. Peut-être qu'en plus pour les boucles, etc., ça peut être intéressant de mapper directement. Et mapper, c'est-à-dire C'est-à-dire dans ton module, tu coches la case map et du coup tu vas pouvoir entrer directement en fait l'objet qui correspond à ce que tu cherches à faire. Tu peux juste dupliquer le module pour nous montrer ce qui se passe quand tu cliques sur map. Clone. Yes. Là, en fait, ce map, c'est juste pour le fichier.
Après, ici, en fait, quand tu cliques sur Map, Ouais. il se passe pas grand-chose. Il se passe rien du tout, même. Ah oui, c'est en face. Ah, en fait, il map le type. Voilà, c'est valeur, condition, or loop, j'ai l'impression. Ah non, D'accord, voilà, ouais, c'est la pour valeur qu'on mapper peut mapper. juste Mapper le type. ce champ. Voilà, Mapper c'est la le valeur qu'on peut, par exemple, avoir stockée quelque part en variable. Mais non, en fait, on est vraiment obligé de rentrer toutes les Ah clés à la ouais, main. Jamais il les reconnaît, en fait. C'est pas comme d'accord. Google Doc. Tu récupères pas tes variables de ton template, en fait, du coup. Non, contrairement à Google Doc, Ok. tu vas sur le module, il te les liste. Hmm. Quand on a 40, c'est bien pratique. Là, ouais, t'es obligé de toutes les rentrer à la main, quoi. Quand t'arrives, en fait, c'est vide, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est à toi de rajouter toutes les valeurs à la mano. C'est un gros désavantage quand t'as des documents compliqués, quoi. Enfin, c'est bon. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Donc c'est maintenant à Pierre Je vous montre. qui va nous présenter un outil moins connu, mais assez performant sur certains aspects. Vous m'entendez là? Parfait. Allô, allô? Oui, c'est bon? Nickel. Parce que j'ai été déconnecté quelque temps. Ouais, donc Google Doc et Word sont deux outils qui ont l'avantage d'être gratuits, mais qui ont beaucoup de limitations. C'est vraiment pour des documents hyper simples. Là, Eledo, c'est c'est un générateur de documents. Alors, de prime abord, ça peut sembler classique, mais hyper mal foutu. Tout le budget UX est passé dans l'animation là, sur la homepage. Le reste, c'est assez infâme, quoi. C'est un éditeur de documents, on peut écrire ce qu'on veut, on peut ajouter des variables dans le texte, dire c'est le plain text ou c'est du HTML, etc. Mais ce qui est intéressant surtout dans Eledo, c'est que du coup, il gère le HTML. Et l'avantage avec ça, c'est que ça va permettre de faire des documents vraiment avec une mise en forme et des conditions de mise en forme, etc., qui sont possibles dans très peu d'outils de génération de documents. Si je peux vous donner les exemples, là, c'est un résultat de test qui est généré automatiquement et on met en couleur pour chaque ligne le carré pour lequel la personne doit être formée. Donc on ne sait pas à l'avance quel carré à chaque ligne va être en couleur. Là, c'est connaissance de soi, posture leadership, gérer, optimiser, etc. Ça, en fait, ça a l'air de pas grand-chose, mais dans la plupart des outils, c'est hyper compliqué à réaliser. Mais là, vu que c'est du HTML, en fait, je fais un peu ce que je veux parce que j'injecte le HTML directement depuis Make. Et entre autres, parce que la gestion des variables est tellement horrible dans Eledo, comme à peu près tout ce qui concerne leur UX, qu'il vaut mieux avoir des grosses balises HTML qui englobent tout, et on va injecter tout le HTML. Mais voilà, on a vraiment une grande flexibilité. Alors, ça gère pas tout, ça gère pas les flexbox, ça gère pas les ombres, etc. Il n'y a vraiment pas toutes les fonctionnalités HTML qui sont prises en compte, mais ça permet quand même de faire des documents et une mise en forme vraiment avancée. Voilà, ça c'est un autre résultat de test. J'intègre dedans un graphique généré avec Sharp.js et puis après là aussi un pourcentage avec une couleur conditionnelle, etc. Donc voilà, là encore pas mal de mise en forme. Là de la même manière, ici on a la zone verte qui est mise en avance parce que c'est le score et là on affiche le score dans la bonne zone. Tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à faire si on n'a pas directement la main sur le HTML pour le générer. Et pour ça, c'est pas forcément très compliqué. Dans l'absolu, en fait, je peux juste me dire, je mets ma variable ici HTML et j'injecte tout le HTML du document. En pratique, on peut aller un peu plus loin et faire de la mise en forme directement en document avec des tableaux, etc. Un avantage, c'est qu'on a directement accès au code source. Donc là, directement en HTML, je peux aller modifier ce que je veux. Donc tu variabilises les couleurs, par exemple.
Là, si directement dans le HTML, je voulais mettre par exemple une variable ici pour dire le red, ça c'est ma variable, Ouais. en gros ça plante. C'est pas faisable. Donc Ok. le mieux, c'est d'avoir une variable HTML globale et la mise en forme, tout ça, en fait, tout ce que j'ai mis là, le style, color égale red, etc. Tout ça, je l'injecterai via make pour être sûr que ce soit bien pris en compte. Donc les variables, elles marchent pas trop mal dans l'éditeur visuel ici. Elles marchent beaucoup moins dans le HTML. Voilà. Enfin, quand je dis que l'UX est nul, ne faites jamais CTRL Z sur Eledo. Ça va faire, je sais même pas ce que ça fait, mais ça fait jamais ce à quoi vous vous Est-ce que attendez. c'est l'UX ou c'est juste un outil buggé? Parce qu'à ce moment-là, La frontière est mince. Non, mais enfin, pour donner un exemple du X, par exemple, euh, ici, je gère les pages du document, et là, je gère les pages, enfin, l'arrière-plan des pages. Donc, ça se gère à un autre endroit de l'interface. Ce qui fait que quand je travaille sur le main document, je n'ai pas mon arrière-plan qui est visible. Et quand on a, par exemple, comme ici, bon là, ça va, mais comme là, j'ai un arrière-plan de couleur, et ben, c'est hyper compliqué de me rendre compte de ce que ça donne directement dans l'éditeur ici. et alors, Donc je triche en général en mettant, pendant que je travaille dessus, je mets le background sur la page et puis je l'enlève au moment où je passe en prod. Enfin voilà, c'est Pierre, un outil qui est pas... Ouais, j'ai une question sur le schéma, par exemple, les espèces d'araignées que tu faisais. ouais. C'est possible de générer un truc comme ça, d'aller le stocker dans Airtable et aller en format image et d'aller le remettre dans un autre document qu'on générerait par la suite? Oui, bon, ça pour le coup, c'est faisable avec à peu près tous les outils de génération de documents. En fait, là, je mets juste un placeholder d'image et au moment de la génération, je lui donne l'URL du fichier à utiliser. Je stocke ça souvent sur Google Drive Mais ou ça, sur ça, tu l'as Dropbox. généré comment alors? Tu l'as généré comment? Ça, quickchart.io, je crois. Ok, d'accord. Avec une API, il y a une API associée, tout ça? Exactement. Ok, très bien. Exactement. Quickchart, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Un autre point intéressant sur Eledo, c'est que c'est gratuit jusqu'à 100 documents par mois. Ça commence à être beaucoup. Euh, et voilà, donc, ils sont vraiment généreux sur le plan gratuit. Ils sont relativement réactifs sur le support. Si ça Il peut en veut être, pas. ça peut toujours être utile. Voilà, donc c'est clairement un outil avancé. Jamais de la vie je mets ça entre les mains de mon client pour qu'il puisse modifier son template, etc. Faut connaître le HTML, faut savoir gérer Make parce que la plupart en fait du travail de génération va se passer du côté de Make. Mais en attendant, ça permet d'obtenir des résultats qui sont juste incomparables avec ce qu'on peut faire par un certain nombre d'autres outils, quoi. Ne serait-ce que juste se dire que cette zone elle est verte parce que le score est entre 31 et 40, ben tu peux pas le faire avec Google Docs, tu peux pas le faire avec Pandadoc, tu peux pas le faire avec plein d'outils. Mais là c'est possible. Euh, Moyennant évidemment quelques migraines, parce que j'insisterai jamais assez sur utiliser cet outil à vos risques et périls parce que ça marche, mais voilà, il y a quelques migraines sur même les marges qui s'affichent sur la page, c'est pas exactement les mêmes marges que quand vous générez un document. Donc à chaque fois, il faut générer un document pour tester, etc. C'est un peu un parcours du combattant, mais c'est un outil que je continue à utiliser tellement c'est puissant en fait dans certains cas d'usage. Donc, il y a de la place pour un codeur qui veut créer un outil de génération de documents basé sur du HTML pour aller faire du custom complet, quoi. Il y a la place. Ah oui, oui, clairement, un outil qui dans l'idée fait la même chose, mais de manière beaucoup plus utilisable. Il y a un vrai marché, je pense, parce que c'est vrai que tous les autres outils dont on parle aujourd'hui ont quand même une certaine rigidité. C'est-à-dire que tu joues avec les règles du jeu de l'outil et tu sors pas trop du cadre qui a été fixé. Et Ledo, c'est probablement celui qui laisse le plus de liberté de ce côté-là, même si bon, évidemment liberté veut dire un peu plus de boulot aussi sur le développement. C'est-à-dire qu'il y a l'UX, mais il y a aussi le fait que si tu veux faire des trucs plus ambitieux, avec plus de variables, etc., forcément c'est plus long à mettre en place. Ok,
Bon, on va passer à Document avec Florian. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on y répond en direct. On va laisser Florian. Tu peux nous partager ton écran, Florian, s'il te Ouais, plaît? est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas d'écho? Non. Ok. Tac. Voilà. Vous voyez mon écran? Alors, absolument pas. Attends. Ah, Voilà, là, c'est bon. ok. En fait, pour vous montrer l'outil que moi j'aime bien utiliser, Document, il faut déjà voir la différence entre les outils que vous avez présentés jusqu'ici, à savoir qui déjà requièrent d'utiliser Make entre Airtable et le générateur de documents en général, euh, et aussi des outils auxquels on passe une structure, on passe les données, et c'est l'outil qui reçoit toutes les données et qui ensuite fait le template. Ici, ça fonctionne un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que on construit le document et toutes les variables qu'on vient taper dans le document, c'est Document qui va aller les chercher dans Airtable. Et donc, on n'est pas obligé de faire tout ce système de mapping, de dire je vais utiliser tel champ dans mon document. On peut utiliser n'importe quel champ qui se trouve dans la base de données en tant que variable et automatiquement le lien sera fait entre les deux. Donc ici, si par exemple j'ai dans mon en-tête des infos sur mon client et je me dis ok, j'ai oublié une info, eh bien, je peux venir rajouter, je sais pas, bon, j'ai sûrement son numéro de TVA, mais on va mettre billing VAT. Eh bien, ça, automatiquement, il va le comprendre et venir ramener le numéro de TVA dans le document. Donc, on n'est pas obligé de faire tout ce système de mapping, parce que ça, c'est le coup classique quand on développe un document, c'est de se dire, OK, en fait, j'ai besoin de tel champ, et puis après, on se dit, ah, en fait, il me faut aussi celui-là. Et alors, on doit aller changer le document, on doit aller potentiellement rajouter le champ dans Airtable et on doit changer le mapping qui existe entre les deux. Et donc, ça, Document le fait automatiquement. En fait, ici, il vous montre, on est toujours sur un document, on est positionné, on va dire, sur une table, sur un record. Donc ici, le document, en l'occurrence, ce qu'il représente, c'est une facture. Et ensuite, dedans, on peut aller voir les différentes lignes de facture. Et c'est lui qui va en fait comprendre que quand on fait un tableau avec une boucle, il doit aller chercher dans une table liée. Et donc ici, quand je mets rien de spécifique, que je mets simplement billing line numéro 1, eh bien il sait que c'est une variable, un champ, qui se trouve dans ma table principale, donc ma table facture. Et quand je suis dans le cadre d'un tableau, qu'on voit ici par exemple, je peux lui dire qu'il y a une logique, et je lui dis répète cet élément pour chaque order lines que tu vas trouver. Et donc il sait que dans order lines, dans ma table order lines, enfin dans ma table orders, pardon, j'aurai un champ order lines ici, voilà, qui est ici, et donc il sait qu'il doit faire sa boucle là-dessus. Et alors pour lui indiquer, ça c'est des petites limites de l'API, mais pour lui indiquer que ce champ-là, il est lié, on va dire, à cette table-là, je dois faire un champ formule table lines. Mais donc, moi je le trouve vachement pratique parce qu'en gros, on ne doit pas faire tout ce système de mapping, on peut directement construire le document et on voit le résultat en temps réel. Euh, un autre élément qui pour moi est très pratique, c'est que quand on veut faire une intégration avec Airtable, on peut le faire ici. Et il y a trois méthodes. Il y a la méthode d'automatisation, et c'est lui qui directement va nous générer les scripts, etc., dont on a besoin. Donc ici, mettons que moi j'ai besoin de faire une génération sur base de sur des factures qui se trouveraient dans cette table-là. Je lui dis que mon champ d'attachment dans lequel je souhaite qu'il le stocke, il s'appelle comme ça. Je lui dis aussi si je veux qu'il écrase les attachments existants ou qu'il vienne les rajouter, s'il en existe déjà, si par exemple j'appuie 2 fois sur le bouton ou que l'automatisation tourne 2 fois, etc. Et puis une série d'autres paramètres. Et automatiquement, il va me générer le script que j'ai juste à coller dans mon automatisation. Donc ça évite de devoir envoyer des webhooks, etc. Enfin, il génère tout ça tout seul. Même chose avec le generation link, où si là je colle mon lien de ma table, mon invoice, eh bien il me génère une formule que je peux venir directement coller ici en disant générer doc et je fais une formule. Je colle simplement ça et en fait automatiquement il va me mettre mon template ID, mon base ID, mon table ID, le champ dans lequel je veux stocker mon attachment et le record ID pour que lui puisse identifier sur quel record j'ai cliqué et lequel était à générer. Et la troisième méthode, c'est d'utiliser l'API native, l'app native, pardon,
Mais ça, j'ai pour le moment pas trouvé vraiment de use case par rapport à ça. Voilà, j'ai essayé de faire bref parce que je sais qu'on est en retard. C'est à cause de qui, évidemment. Non, mais bah, c'est assez Vous avez impressionnant. des questions ou parce que je peux rentrer plus dans le détail, hein, mais... Ouais, juste, Florian, l'app native, en fait, ça permet d'avoir une visualisation de ton document directement dans Airtable. Un peu comme on verra tout à l'heure avec Page Ok. Designer. Ah ouais, ok, c'est pas mal. Mais C'est vrai que je l'ai jamais est-ce fait, que moi ça j'appuie génère? sur le bouton, mais si ça permet de gagner du temps. Et du coup, après, on peut cliquer sur un bouton et donc imprimer le document ou le faire aussi revenir dans la base. Ouais. Donc enregistrement en attachment. Ouais, ça on peut déjà faire en fait. Je pense qu'ils utilisent en sous-jacent la même technologie. Dans tous les cas, c'est le même, on va dire, workflow qui est utilisé, mais c'est simplement effectivement la manière dont on va le déclencher C'est ça. qui va changer. Un point Ah oui, négatif, et aussi, Florian? point important, Ouais. au niveau du prix, si vous vous en foutez en fait d'avoir le logo Document qui apparaît en bas de votre document et que vous pouvez vous contenter d'un bouton de génération et pas du script d'automatisation. Donc les deux contraintes, c'est le logo sur le document et un bouton pour générer chaque document, facture, etc. Mais alors vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et vous avez toutes ces fonctionnalités-là qui sont dispo gratuitement, vous pouvez construire vos documents, etc. Et il n'y a pas de limite de volume. C'est seulement si vous voulez générer en gros volume avec des scripts d'automatisation, euh, ou bien aussi pour retirer leur logo et avoir le vôtre à la place. Euh, Il est gros le logo? non, mais je peux vous montrer, hein. Moi, je le fais régulièrement avec le Parce logo. que C'est pas... DocuPilot, c'est en filigrane, donc c'est un peu compliqué, mais j'allais dire, Ah toi, ouais, Non, là, c'est en pied de page, en fait. je vous montre. Non, ça va, c'est tout à fait correct. Ouais, je pense que je peux faire. Ouais, si je fais preview, je pense que je vais l'avoir envoyer ici. tes devis avec ça dedans, c'est possible, quoi, quasiment. C'est Ouais, pas. tout à fait. Alors, évidemment, sur le Attends, preview, il ne le met pas, mais en attends, gros, non, le logo, il apparaît ici en petit, j'ai quoi. arrêté de partager, attends, je reviens. Ah ouais, Vas-y, ouais. pardon. Le logo, il apparaît tout en bas de la page, ici, avec écrit Document, entouré en bleu. Franchement, c'est pas plus gênant que ça. Ok. Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui peuvent tout à fait se contenter de ça, quoi. Ouais. Et alors, forcément, la limite, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton manuellement. Donc, si vous faites 300 factures par jour, ça risque d'être un peu laborieux d'à chaque fois aller cliquer sur le bouton. S'il y a besoin de temps réel, etc., il faudra passer sur une version payante. Et dans ce cas-là, en version payante, on est à ouais, 30 dollars par mois pour 200 documents, en Ok. gros. C'est quand même beaucoup moins cher que DocuPilot. Donc, ok. Ouais, et franchement, moi, j'ai pas trouvé de limite. C'est hyper paramétrable. On peut gérer les sauts de page, etc. Enfin, Tu, là, il tu- n'y a pas tu- beaucoup de. tu peux importer ton PDF ou ton Excel? Non, je pense pas. Ok. Je ne pense pas. Non, je Ok. vois pas cette possibilité. Ok. Voilà. Bon. Bah, Et merci. juste quand on est sur le template, en fait, tu as tapé le texte directement de la variable, Florian, hein, mais en fait, on peut prendre l'élément sur la droite et le glisser dans le document pour ça s'intègre également en tant que variable, du coup. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est seulement pour les variables qui existent déjà autre part sur le document. En réalité, Peut-être. Ouais. il n'est pas capable de détecter les champs qui sont présents dans la table. Donc, mais ils ont fait un bouton Add Variable où si on copie-colle le nom du champ, il va automatiquement l'ajouter sur le document. Comme ça, on ne doit pas deviner, on va dire, quel est le nom du champ, etc. Enfin, c'est plutôt bien fait. Il faut un peu se familiariser avec le principe parce que ça fonctionne à l'exact opposé en fait, des autres générateurs de documents. Mais à l'usage, c'est vraiment beaucoup plus rapide C'est pour développer des documents. Et ça t'impose de bien nommer tes champs aussi, ce qui n'est pas un mauvais point. Exactement. Ah oui, et il y a des formateurs aussi pour les dates, heures, currency, etc. Donc ça ne vous oblige pas, parfois sur d'autres types de générateurs de documents, type Google Docs, etc. On doit créer des champs formules qui vont servir de formateurs pour afficher les données sous la forme de string avec les bonnes currency, les bons formats de date, etc. Ici, tout ça est prévu nativement, ce qui fait que votre structure de données reste beaucoup plus clean. Il n'y a que les champs qui, techniquement, ont besoin d'être là. Et tout ce qui est visuel est géré dans le document, ce qui, pour moi, a plus de sens
ça a plus de sens de me mettre de ce côté-là, en tout cas. Et on peut travailler également avec Make pour revenir vers Document. Ouais. Une intégration. Ok. On va passer à Noam avec DocuPilot et Sign Request. Enfin, ou DocuPilot essentiellement. Tu peux nous partager. Attends, on t'entend pas là. Attends. C'est bon. Je te propose de présenter d'abord DocuPilot et puis je présenterai après l'addition Send Request. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, partage ton écran. Il y a Xavier qui dit que c'est cher. Document. Je ne vois pas pour l'instant, je ne vois pas l'écran. Alors peut-être qu'il faut que j'en enlève parce que on est peut-être trop. Attends. Tu parles à qui là, Julien? Le cher, c'est pour le fait que c'est Xavier qui dit que Document c'est cher. Je sais pas si. Bon. Moi, je l'utilise juste en version gratuite et ça fait le taf pour moi. Tu peux partager ton écran, Noam? Non, je vais te proposer que tu présentes d'abord DocuPilot et que je présenterai ensuite le Send Request. Ah, j'avais pas compris moi. D'accord. Parce que moi j'étais parti sur le fait de faire le DocuPilot, mais que sur Airtable. Mais c'est pas grave, je peux Ah faire. bah, Dis-moi. non, mais oui, mais je pensais qu'on est convenu que tu présentais DocuPilot. Et ensuite, moi, je Ah. présente Sign Request. Comment tu fais la signature après DocuPilot. Mais Bon, on va y arriver. Mais pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas de présenter DocuPilot. Alors, hop, attendez. Je suis où, moi? Hop, voilà. Donc, alors, j'allais dire, sur la logique, DocuPilot, c'est un petit peu, je veux dire, comme Document, à savoir, on a d'un côté un logiciel avec un template qui. Attendez, excusez-moi, parce que là, il faut que je me mette sur ma version. Voilà. Euh, avec un document, alors là, c'est un document d'un client avec des noms de variables. Euh, donc, à la différence de Document, là, généralement, on importe un fichier PDF ou Excel ou Word que l'on a déjà préparé avec des noms de variables que l'on définit comme on le souhaite. Et là aussi, pareil, lorsque vous mettez le nom d'une variable point, un attribut, ça fait des sous-objets. C'est-à-dire que là, entreprise.nom, entreprise.adresse, ça, voilà, il y a l'objet entreprise et il va indiquer les sous-éléments associés à l'élément principal, voilà, au niveau de la structuration. Si vous voulez faire des boucles, là, il faut utiliser des balises particulières. Donc là, pour le tableau pour le devis, on doit utiliser des balises de type each, le nom de l'objet. Ensuite, mettre toutes les variables qu'on veut. Et à la fin, il faut finir par ensuite une balise pour fermer qui doit être là. Voilà. Donc, il y a des conditionnels aussi. On peut mettre des conditionnels de if pour faire afficher ou pas afficher. Et donc, on a tous les champs qui sont reconnus apparaissent en bas à droite. Et ensuite, il faut aller utiliser make pour aller faire effectivement les correspondances entre les champs Airtable et les variables dans DocuPilot. À savoir aussi qu'on peut variabiliser le nom du document en sortie. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, c'est tout. Après, c'est comme ce qui a été montré tout à l'heure, parce que là, j'ai pas Make d'ouvert, donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, sur le principe, ça change pas. Enfin, il n'y a rien de particulier. Mais alors, on peut passer par Make. Et après, il y a DocuPilot qui a sorti aussi une application ici, une extension pour faire du DocuPilot directement dans Airtable. Mais cette extension a beaucoup, beaucoup de problèmes.
À savoir que, bon, une fois qu'on a connecté et qu'on a choisi le- le- le fichier, en fait, tout ce qui est en entreprise point quelque chose, il considère que ça doit être lié à une table, une autre table. Un petit peu comme ce que Florian a montré dans Document. Donc, en fait, si on passe par l'API, le fait de mettre entreprise point quelque chose, bah, ça ne préfigure pas de ce qu'on va mettre dedans. Mais là, si je mets entreprise point nom, prénom, adresse, il veut que l'entreprise, en fait, ce soit un élément lié d'une autre table, obligatoirement. Donc, bon, pour une facture, lorsque c'est une entreprise qu'on choisit, bah, ça va effectivement. Généralement, on a une table où on a le nom du client, donc ça va aller. Par contre, s'il y a d'autres éléments que vous avez structurés avec devis point quelque chose, et que ce sont des informations que vous avez dans la table principale, bah, il va falloir que vous restructuriez votre base, quoi. Par exemple, là, le numéro de devis, j'avais des éléments liés au devis. Voilà le numéro. J'avais mis devis.numéro. Bah, là, il n'aime pas, quoi. Donc, il faudrait que je revienne dans mon document DocuPilot et que je vienne rechanger le format de mes champs. Et dès que voilà, j'avais mis devis.numéro, bah, là, il ne faudrait pas mettre le point pour que dans l'extension, il ne me propose pas que d'aller lier à des éléments connexes. Voilà. Mais sinon, sur le principe, alors, autre point, avec l'extension, l'idée c'est qu'on doit juste, c'est à la mano qu'on doit sélectionner le record sur lequel on veut générer, on doit mapper les champs, et puis à la fin, tu crées ton document, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment, et là le document va arriver ici, dans le champ qu'on a défini. Mais il n'y a pas de logique d'automatisation ici, c'est juste je clique pour générer, quoi. Voilà, autant DocuPilot via l'API, c'est ce que j'utilise très souvent, autant l'application, l'extension me paraît un peu inutile. Et en termes de pricing, c'est très cher. Si on va voir le pricing, pour 100 documents, vous êtes à 30 euros par mois. Pour 500 documents, vous êtes à 100 euros par mois. Et donc, pour 1000 documents, vous êtes à 150 euros par mois. Donc, ça, c'est pour le format. Mais voilà, vous gagnez 2 mois si vous êtes en plan annuel. Mais c'est quand même très, très cher. Et j'avoue qu'après la démonstration de Document, je vais peut-être aller regarder Document. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais peut-être laisser la main à Noam. Yes. Ok, alors donc, bon, effectivement, moi aussi, je suis un peu dans la team DocuPilot. Bon, c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus de regarder les autres. Effectivement, Document, c'est intéressant. DocuPilot, moi, j'aime bien parce qu'effectivement, voilà, on crée son template sur Word ou sur Google Doc, puis on upload directement. Ça, c'est vraiment la simplicité. Donc, je vais vous montrer moi comment personnellement je l'utilise. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est en fait, une fois qu'on a généré le document, ce qu'on a besoin généralement, c'est par exemple de faire une signature électronique. Et donc, il y a certains outils qui le font, je pense on va le voir après, mais DocuPilot ne le fait pas. Donc, ce que je propose de faire et ce que j'ai fait, c'est justement une fois que j'ai généré le document avec DocuPilot, eh ben, j'envoie le document à signer via SignRequest. Donc, SignRequest qui est un outil de génération un outil de signature électronique. Et donc, les deux combinés ensemble donnent un résultat, en tout cas, qui me convient, même si effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on utilise deux outils. Moi, personnellement, j'aime bien combiner les outils, généralement. Ça me dérange pas trop. C'est un peu mon approche personnelle. Donc là, par exemple, l'exemple que je vais donner, c'est une feuille d'émargement pour une formation. Donc, par exemple, on va avoir ici donc les variables, ici, start date, end date, nom, email, le nom du participant ici, par exemple. Et à partir de ce template-là, on va générer le document avec DocuPilot et l'envoyer en signature. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on va être envoyé en signature, eh ben, en gros, la personne qui doit signer, elle n'aura pas besoin de signer un par un ici les journées. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une petite astuce, enfin une astuce. Non, c'est le fonctionnement de SendRequest qui permet d'un coup de signer un petit peu toute la page en un clic. Et je vais vous montrer ça juste après. D'abord, on va le générer avec DocuPilot. Donc, je le fais à partir d'Airtable. Donc, j'ai un participant ici. Je vais cliquer sur Generate Template.
Donc, il va aller sur DocuPilot. Donc, ici, j'ai tout simplement uploadé ma feuille d'émargement en format Word, tout simplement. Ici, donc, dès que je clique ici, donc, je vais envoyer donc, un zap à DocuPilot. Donc, ici, hop, il va me générer mon document avec les bonnes dates, le prénom, etc. Donc, ça, c'est le document pré-signature. Et une fois que mon document est prêt, ok, je vais aller ensuite, je gère ça sur une autre table, mais peu importe. Moi, j'ai décidé de copier-coller, de vérifier qu'il est bon. Et une fois que c'est bon, je le copie en fait dans ce champ-là. Pourquoi je le fais? Ça me donne la possibilité par exemple, si j'utilise un autre template, d'uploader. Mais enfin, bon, c'est juste une petite astuce pour moi. Et une fois que j'ai mis le fichier ici et qu'il est bon, je vais tout simplement je clique sur Send Now. Donc, Send Now, pareil, ça envoie un zap à Send Request. Et Send Request va m'envoyer un email tout simplement pour la signature électronique. Et je vais vous montrer ça. Tout de suite. Donc là, par exemple, hop. Donc je reçois ici un document. Examiner le document. Voilà. Donc là, ce que je reçois, et ça c'est sympa avec Send Request. Donc ici, tous les placeholders des signatures sont déjà pré-remplis. Et donc en fait, je n'ai qu'à signer, sauvegarder, insérer. Ah oui, ah non, là, il me le fait. Ah non, là, c'est pas bon. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Non, je dois le faire un par un, mais en fait, l'idée, c'est que le placeholder est déjà pré-rempli. Donc, comment j'ai fait pour indiquer l'endroit où la personne doit signer? En fait, l'astuce de Send Request, c'est qu'en fait, il faut tout simplement, insérer un espèce de, pareil, un espèce de template, un espèce de code. Je vais le mettre en noir pour qu'on le voit. Voilà. Donc, on ne le voit pas parce qu'il est en police blanche. Donc, on ne le voit pas sur le doc. Mais si je le mets en or, en fait, c'est ça, c'est S0. C'est en fait, ça indique tout simplement que la première personne qui va recevoir le document va être la personne qui doit signer ici. Et donc, en fait, j'ai mis dans tous les champs des placeholders et la personne devra juste tout simplement signer. Une fois que c'est signé, je récupère tout simplement le fichier signé ici directement sur Airtable. Voilà. Donc, pourquoi j'aime bien? Pourquoi je les ai choisis? Parce que tout simplement, les deux fichiers, les deux solutions, que ce soit DocuPilot ou que ce soit SendRequest, les deux sont capables de générer un URL. Et cet URL-là, je peux le récupérer sur mon Airtable et le convertir en attachment. En fait, moi, c'était vraiment ça mon critère, vu que j'utilise Airtable, c'est être capable de récupérer tout le temps le fichier en pièce jointe et avoir tous les fichiers en pièce jointe centralisés dans mon Airtable. Voilà. Question. Alors, niveau pricing, on a déjà répondu. Pricing, c'était pour DocuPilot. Effectivement, DocuPilot est un petit peu, je crois qu'un petit peu au-dessus de la moyenne, mais c'est vrai que pour moi, il est tellement simple à utiliser que je préfère gagner du temps et l'utiliser, quoi. Et Voilà. Sign Request? Signed Request. Alors, Signed Request aussi, c'est un des moins chers du marché, il me semble. Offre. Voilà, il est à 9 euros par user. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment unlimited document. C'est-à-dire qu'avec 9 euros, je peux balancer autant de documents que je veux. Et ça, c'est un des moins chers du marché. Ils ont une intégration Zapier qui fonctionne super bien. J'imagine Make aussi. Et voilà, on peut travailler avec des templates, comme je vous ai montré, faire signer plein de documents en même temps, des signatures à plusieurs endroits. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si on compare à YouSigned, bon, le sujet n'est pas les solutions de signature électronique, ça peut peut-être un sujet d'une autre. En tout cas, c'est pas très cher. Voilà. Ok, bon, on va y aller parce qu'on est un peu en retard. Guillaume, Yes. sur PandaDoc, Oui. let's go. C'est parti. Vas-y, on te voit. Ok, c'est parti. Alors, je sais qu'on n'est pas en avant, je vais faire bref. Donc, PandaDoc, on est un peu
sur le même modèle que les autres outils qu'on vient de voir, la plupart. Donc, on a la possibilité de créer des templates directement. Dans les templates, on va mettre des balises, etc. Donc, certaines sont déjà préconfigurées, mais on peut aussi en créer des... alors ça s'appelle des variables. On peut en créer des personnalisés. Et je vous en parle tout de suite, mais du coup, Pandadoc fait de la génération de documents classique, mais on peut aussi l'utiliser pour ensuite faire signer ces documents. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité d'ajouter ces champs ici qui seront en fait les champs qui seront à compléter par les personnes qui signent. Donc, donc ici, j'ai une petite démo, j'ai créé un petit scénario make qui me permet de générer un document. Donc, on est sur un Airtable classique pour gérer des devis, par exemple. Et donc là, j'ai mon devis qui s'est généré et avec tous les éléments de ma commande dans mon Airtable et qui est donc prêt à être signé. Si je reviens sur le template, alors ça marche très bien. On a du coup ici une fonctionnalité de pricing table, donc on peut vraiment avoir de manière incrémentale toutes les lignes de notre commande, etc., qui s'ajoutent. Tout ça est bien fait. Il y a quand même des petites subtilités. Bon, au niveau graphique, etc., on arrive à faire des choses, mais bon, c'est pas non plus toujours foufou. Et moi, il y a des choses qui m'ont toujours gêné sur notamment les pricing tables. C'est que là, ici, les prix se mettent en après-taxe, TTC. Et en fait, si je veux en hors-taxe, il va falloir que je bidouille, que je rajoute ici une nouvelle colonne de type texte. Et en fait, c'est dans Make que je vais aller devoir gérer le calcul du montant hors taxe ou récupérer la donnée et la mapper. Alors que normalement, le but, c'est que tout ça se calcule en fait automatiquement. Moi, je lui mets juste les quantités et les prix unitaires et après, ça, il le calcule automatiquement. Mais si je veux les montants hors taxe, je suis obligé de bidouiller un truc, c'est un peu chiant. Et c'est pareil ici, si je veux le total hors taxe, il faudrait que je fasse que j'intègre un tableau, etc. Et donc, voilà. Mais c'est des petits détails, mais qui des fois peuvent avoir leur importance. Juste pour arriver direct sur les avantages, pour moi, les avantages, alors, c'est pas au niveau de sign request, mais en sachant qu'il y a de la signature électronique, on est sur une offre à $49. Et donc, ça comprend ici, en fait, ils ne le précisent pas, mais CRM and Zapier Integration, j'ai confirmé avec eux. Ça comprend aussi l'intégration avec Make. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec Make, avec cette offre ici. Et c'est en illimité aussi au niveau des documents et des signatures. Voilà. Alors, ce n'est pas au niveau de sign request, mais ici, on l'utilise pour faire les deux, quoi. La génération et la signature. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qui, à mon avis, peuvent être intéressantes. On peut directement, de manière native, gérer des paiements. Donc, par exemple, on envoie un devis, la personne signe et automatiquement, on lui propose un paiement avec, je ne sais pas avec quelle solution, j'ai pas creusé, je ne me souviens plus. Voilà. Et l'autre inconvénient que j'avais noté, c'est qu'on ne peut pas, comme DocuPilot, on ne peut pas partir d'un document Google Sheet ou Word, on est obligé d'avoir un template ici, à ma connaissance. Et voilà, c'est à peu près tout, en faisant bref. Ouais. Je suis parvenue à utiliser Pandadoc. Je crois qu'il faut faire un call API, du coup, quand tu as un template sous forme Word. Ok, j'ai pas creusé ça. Et du coup, il faut mettre les balises dans le template de manière classique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Pour répondre à Adrien, la différence entre Pandadoc et DocuSign, c'est que DocuSign, c'est vraiment une solution de signature électronique. Pandadoc, c'est une des rares solutions à gérer à la fois la génération de documents et la signature électronique. Et c'est vrai que c'est assez pratique et ça permet un flow d'expérience, ça permet un flow assez fluide en fait. Même si tu veux donner à ton client la main sur l'outil pour modifier les templates et puis gérer la signature électronique, etc., ça marche plutôt bien. C'est bien foutu. Après, comme disait Guillaume, c'est un peu rigide sur le design, sur certaines fonctionnalités et tout.
il n'y a pas de bloc conditionnel. S'il y a un bloc qui est dans certaines propositions et pas d'autres, bah, tu fais un double template et tu ajoutes ce bloc dans le deuxième template. Donc c'est lourd. C'est pas parfait, mais c'est vrai que ça gère quand même bien à la fois la génération de documents et la signature électronique. D'ailleurs, j'ai vu que dans Pandadoc, tu peux même aller plus loin. Tu peux aller jusqu'à le paiement aussi. Tu peux intégrer aussi du paiement. Donc, le workflow, il peut être assez complexe. Et d'ailleurs, un autre use case que j'ai fait pour un client, c'est que tu peux même créer des enveloppes. Tu peux envoyer, par exemple, une enveloppe de 2-3 documents à faire signer en même temps. Et après, signature, tu peux les diviser. Donc, ça peut être cool, par exemple, quand tu es courtier en assurance et que tu veux faire, par exemple, que tu veux faire signer un doc pour l'assurance, un doc pour toi. L'intérêt aussi, c'est que tu peux générer tes documents en deux parties, c'est-à-dire que tu génères via API, via Make, via Zapier, via ce que tu veux, le document, et après, les personnes peuvent repasser dessus, faire des modifications à la main, avant de générer définitivement le document et l'envoyer pour signature électronique. Ça aussi, tous les outils ne le proposent pas. Et c'est vrai que notamment quand tu l'utilises pour envoyer des propositions commerciales, etc., où tu as toujours quelques mentions à ajouter, quelques personnalisations à faire pour le client, ben, c'est vraiment pratique. C'est vrai que Pandadoc est vraiment fait pour le cas d'utilisation. J'envoie une proposition, j'envoie un bon de commande, etc. Tous les documents qu'on a besoin de générer, d'éditer éventuellement, de faire signer, pour moi, c'est vraiment l'outil ultime pour ce genre de cas d'utilisation. Même si c'est un peu cher parce que Guillaume a montré rapidement le pricing. Mais c'est vrai que sur Pandadoc, en vrai, le seul plan un peu utilisable pour nous qui aimons automatiser, c'est celui à $49. Le reste, c'est pour jouer, mais à partir du moment où il n'y a déjà pas d'intégration Zapier, etc. Une petite limitation aussi, c'est que il y a dans Pandadoc des webhooks pour être prévenu quand un document est signé, mais c'est disponible seulement dans le plan entreprise. D'ailleurs, c'est marrant, tu as marqué Enterprise Let's Talk, moi je suis sur la même page et j'ai $89. Par contre, moi j'ai testé les webhooks avec le plan business et j'ai accès dans Make. Tu as accès au webhook en tout cas, en utilisant le module de Make. Celui qui oui, enfin, il t'envoie un webhook directement quand la proposition a été signée. Ouais. Il me semble que ça se déclenche. Il me semble que ça se déclenche quand le document change de statut et du coup après tu dois mettre un filtre sur quel est le statut, quoi. Tu peux choisir les statuts effectivement, mais en fonction de tes cas, mais si tu mets récipient complété, je considère qu'en gros ça a été signé. Mais après effectivement tu peux aussi rajouter un filtre, mais techniquement ça marche. Ok, bah, je regarderai. Ça fait quelques temps que je n'ai pas essayé, mais il me semble que par contre, du coup, ça marche que avec ce module, je crois. Tu peux pas avoir un webhook un peu custom. Ouais, bon, ça c'est pas dramatique. Mais ouais, non, il me semble que ça marche. Mais par contre, tu disais que c'était cher. Moi, je trouve que par rapport, je sais pas si vous avez vu, on sort un peu du sujet parce que là, on parle plus de signature électronique, mais la plupart des outils, à part SignRequest que je connaissais pas, qui apparemment est vraiment pas cher. Mais tous les autres, sur les plans API qui permettent justement après de se connecter avec Make, ils sont tous beaucoup plus chers. Et il n'y en a aucun qui propose avec ce montant-là des documents illimités. Quand on regarde DocuSign, etc., c'est sûr. Beaucoup plus cher. Oui, non, c'est $50 par mois, c'est pas négligeable, mais c'est vrai que par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est pas hors de prix, sachant que on peut s'en servir pour générer des documents sans signature, pour signer des documents qu'on n'a pas générés, juste on importe le PDF, on dit voilà où sera l'emplacement de signature, donc c'est quand même assez versatile comme outil. C'est ça. Et il y a un système de workflow pour que des gens signent d'abord, c'est ça? Ah non, c'est ce que tu disais, que des gens puissent d'abord revoir le document et après il envoie la signature. Ouais, on peut avoir des modifications, on peut dire tout le monde signe en même temps, ou alors il y a un ordre défini de signature, le signataire 1 doit avoir signé d'abord, puis le signataire 2, etc. Donc c'est plutôt bien foutu. On s'arrête. On va finir par Gildas sur Page Designer. Voilà. Alors, il y aura un petit bonus de Pierre après sur son outil fétiche, mais d'abord, on va faire un petit peu de Page Designer avec Gildas. Alors, je te donne la main. Vas-y.
On aurait dû commencer par Page Designer. Ouais. On aurait peut-être C'est pu vrai. commencer par Page Designer, parce qu'en fait, c'est la base dans Airtable. Donc, c'est simplement une extension qui permet en fait de construire une page de façon simple, hein, avec donc des champs qu'on rajoute, qu'on glisse et qu'on retrouve, et après qu'on pose. Oh, évidemment, je vais me faire avoir sur ce coup-là, hop, et qu'on déplace comme on veut à l'endroit qu'on souhaite. Voilà. Donc après, avec la possibilité de faire la présentation. Bon, c'est pas très convivial, moi je trouve, parce qu'on peut faire des dupliqués, mais en fait on peut pas du coup changer l'origine de l'information. Donc pour le design, c'est pas top. Après, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir différentes vues dans notre table Airtable. Et du coup, ici, on peut sélectionner ces vues-là. Et par exemple, si on veut avoir le filtre qui correspond à contacter cette semaine, on retrouve ici cette information-là, client prospect cette semaine. Et du coup, on peut lancer soit une visualisation simple, et en passant d'une page à une autre. Donc, on a l'information directement comme ça. Ou on peut lancer une impression, et là, soit sur l'ensemble des enregistrements de la vue, et donc à ce moment-là, on lance le print. Donc là, pour imprimer, par exemple, pour le service concerné. Et sinon, faire simplement l'impression de la vue courante, et à ce moment-là, on a simplement la page qui correspond à l'enregistrement qu'on a sélectionné. Voilà, donc c'est intéressant par rapport au fait de pouvoir lancer des impressions sur toute une vue, tous les records d'une vue, et en un seul clic en fait. Après, ces informations-là, on ne peut pas les ramener, enfin je n'ai pas en tout cas trouvé l'information pour les ramener directement sur le record concerné, donc il faudrait réimporter le document par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir passer d'une ligne à l'autre de cette façon-là, éventuellement chercher un enregistrement particulier et retomber dessus. Et ici, pouvoir ouvrir en grand le champ concerné, en fait, l'enregistrement concerné, et pouvoir le modifier rien qu'à partir du Page Designer. Voilà, rapidement. Il y a un point aussi, je crois, si tu changes de vue, tu peux avoir tu peux avoir un document personnalisé par vue. Et donc, tu peux vite passer en fait d'une vue à l'autre et qui correspond à des interfaces différentes, quoi. Donc, je trouve qu'en termes de navigation dans les documents, c'est quand même assez efficace par rapport à être dans le tableau. En fait, dans l'interface, on peut faire ça. Avec Page Designer, en fait, tu peux passer ici, en cliquant, tu arrives sur le bon record, en fait. Mais genre, si tu changes la vue, par exemple, tu changes ta vue de Page Designer à droite, change ta vue. Ici, là? Ouais, vas-y, change. Là. Ouais, va dans le fournisseur, par exemple. Et bouge l'un des tableaux. Bouge l'un des tableaux. Ici? Ouais, voilà, bouge-le là. Et là, je suis en fixe, là. Je suis pas en... Vas-y, change-le. Ah non, après, ce qu'il faut faire, c'est il faut créer plusieurs page designers, je pense. C'est ça. Il faut du coup, tu ramènes plusieurs extensions, en fait. Ouais, c'est ça. Tu crées une extension par table, en fait. Donc là, c'est par rapport à mes organisations, mais on peut très bien créer une extension qui correspond plus à la table des contacts, et du coup reconstruire une nouvelle extension et rajouter du coup un page designer spécifique. Mais pour des gens qui ont besoin d'imprimer des choses rapidement, je trouve que c'est pas si moche que ça, et ben, ça peut être pertinent, hein, franchement. Ouais, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup, voilà, il faudrait créer un lien pour pouvoir y aller directement, mais ici, du coup, on peut passer d'un contact à l'autre, et de la même façon, si je veux les informations sur tel contact, je vais le chercher ici. Voilà, puis avec, du coup, en ayant construit évidemment sa page designer pour pouvoir avoir toutes les informations qu'on veut, comme ici, je l'ai fait avec le fournisseur, mais
en fait, il y a des informations qui viennent de la table de contact et des informations qui viennent de la page de la table des produits et des transactions, donc achat-vente en fait. Donc on construit vraiment ce qu'on veut par rapport à ça. Et de la même façon, si on revient sur la galerie ici, on peut avoir donc toutes ces cartes qui correspondent à toutes les organisations et de la même façon cliquer sur la carte et retrouver l'information qui correspond évidemment ça, voilà, au prospect d'Uther sur lequel j'ai cliqué ou voilà, peu importe laquelle en fait. Et du coup l'information devient visible et on peut l'imprimer donc directement avec l'enregistrement courant ou toute la galerie ou voilà, les clients prospects, etc. Pour des clients qui ne sont pas très habiles avec l'informatique, je trouve ce format avec une galerie, avec peut-être des dossiers et le fait de pouvoir voir directement le document qu'on peut imprimer, ça peut avoir c'est un use case qui peut se poser, hein, je pense. Ouais. Pour en fait des petites structures qui n'ont pas envie d'avoir des interactions avec Make ou d'autres structures de création de documents PDF, ça fait très bien le boulot. Okay. L'impression est facile et du coup, on peut imprimer et du coup créer un PDF et le stocker là où on souhaite, éventuellement le ramener directement en glisser-déposer dans la table. Ok. Voilà. Bon, pour finir en apothéose, on va laisser Pierre nous montrer son petit outil chouchou. Oh là, cette pression. Voilà. En fait, ça part un peu d'une réflexion qui est que finalement, tout ce qu'on a vu aujourd'hui est pas mal cadré par les documents, enfin les outils incontournables que sont Word, Excel, etc. Et il y a pour nous, mais encore plus pour nos clients, vraiment ce réflexe de j'ai un truc à générer, donc je veux un document, je veux comme un Word. Et en fait, il y a des cas d'usage où le premier réflexe ne doit pas être d'aller chercher mon équivalent Word ou Excel, parce qu'il y a des cas d'usage pour lesquels il existe des outils qui sont faits vraiment pour ces cas d'usage et qui feront le taf beaucoup mieux que n'importe quel document qu'on aura configuré nous-mêmes. Alors, le cas le plus courant, c'est la génération de factures. Moi, je ne génère jamais une facture avec PandaDoc ou avec Google Docs ou n'importe quoi. Enfin, j'utilise toujours un logiciel de facturation qui fera le taf mieux et en plus m'assurera de rester dans la légalité. Mais il y a un autre cas là dont j'avais envie de parler un peu plus en détail. C'est la génération de propositions commerciales. En fait, pourquoi une proposition commerciale doit être un document PDF? En fait, il n'y a aucune raison particulière. Et moi, quand j'ai cherché un outil pour faire ça, je me disais, mais mon métier, c'est le web. Je fais du Airtable, je fais aussi les applis web, etc. J'ai envie d'avoir une proposition web, en fait. Donc, je suis parti sur Quiller, qui, en fait, permet d'avoir vraiment une présentation en mode web, quoi. On n'est pas sur un document avec des pages, on est sur une longue page, comme si on scrollait vraiment sur une page web, mais avec les blocs qui vont bien, où je peux mettre les témoignages de mes clients, où je peux mettre les mock-ups de voilà à quoi ça va ressembler, voilà la description, etc. Et où j'ai aussi toute une partie, donc ça c'est le planning, mais aussi le budget, par exemple, un peu à la manière de PandaDoc, c'est un budget qui est calculé dynamiquement. Alors, bon là j'ai mis des chiffres au hasard, donc vous ne vous formalisez pas sur le budget, mais voilà, on a un budget dynamique, on a la possibilité, comme sur PandaDoc aussi, je crois, d'avoir des cases optionnelles, c'est-à-dire que le client choisit ou non de cocher la case, et du coup ça ajoute ou pas l'option au contrat. Donc tout ça, c'est des choses bien pratiques, avec également de la signature électronique qui est incluse. Et c'est un outil que je trouve bien parce que déjà, ça présente bien. Pour moi, il n'y a juste aucune commune mesure avec un document PDF qu'on aurait généré. En plus, il y a un peu le côté surprise du client qui se dit ça ressemble pas à ce que je connais. Voilà, on peut aussi ajouter les petites conditions générales en accordéon. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la logique de génération de documents, c'est-à-dire qu'il y a, comme la plupart des outils dont on a parlé, la possibilité d'avoir un template. Donc j'ai mon template de documents, je mets mes placeholders
pour ensuite remplir avec des variables, mais aussi une logique où on va en fait assembler des blocs. Donc là, quand j'édite mon document, je peux ajouter un bloc, soit prendre un modèle de bloc qui existe, soit dire je prends la bibliothèque de blocs. Donc voilà les différents blocs que j'ai créés. On voit sur ce bloc-là, par exemple, il y a tout un tas de placeholders qui existent. Et en fait, il est possible de créer dynamiquement un document en disant je veux inclure tel bloc, mais pas celui-là, et celui-là seulement si telle condition est vérifiée. Donc c'est un des rares outils qui permettent d'avoir vraiment une finesse dans ce qu'on va générer, de sélectionner vraiment juste les éléments dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et moi, ça me permet, vu que j'ai quand même pas mal de métiers, pas mal de types de prestations différentes, ça me permet d'avoir vraiment des propositions qui sont faites donc vraiment sur mesure pour le besoin. Et en plus de ça, je donne une petite astuce parce que c'est vrai que beaucoup de conditions, etc., ça peut être un peu lourd à gérer directement sur Make quand on génère le document. Moi, ce que je fais au maximum, c'est que je génère le JSON dont j'ai besoin pour générer le document directement dans Airtable. Notamment quand on doit itérer sur un certain nombre de choses, par exemple sur le budget. Tu peux montrer un Airtable où il y a ton JSON généré, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne voient pas trop ce que ça veut dire. Non, non, j'en ai pas sous la main. Ok. Mais voilà, donc là, que ce soit le planning ou le budget, etc., si j'avais voulu gérer ça directement dans Make, il aurait fallu que je fasse tout un tas de boucles et d'itérateurs et de variables dans tous les sens. Là, en fait, j'ai pas besoin. Le scénario qui génère ça, c'est littéralement 4 étapes dans Make, parce que tout ce qui est variable, tout ce qui implique d'avoir des boucles, je le fais directement dans Airtable. C'est-à-dire que un JSON, c'est des listes, c'est les objets avec des clés, des valeurs, etc. Les clés, elles sont marquées en dur dans des champs formules. Les valeurs, elles sont à partir des champs qui existent dans Airtable, potentiellement en remplaçant les caractères entre guillemets dangereux en les échappant pour éviter les soucis dans le JSON. Et ensuite, typiquement, si je veux faire une liste de mes lignes de mon budget, je fais ça au niveau de la proposition où je vais faire juste un roll-up en fait de mes JSON unitaires dans chaque ligne. Je fais un roll-up avec un array join et comme ça directement j'ai mon JSON qui est généré dynamiquement en itérant, mais l'itération se fait dans Airtable, et ce qui fait que j'ai pas besoin de la faire dans Make. Et je le fais pour Quiller parce que j'y ai pensé à ce moment-là, mais en fait c'est une technique qu'on peut appliquer à pas mal de cas de figure. C'est un peu pour ça que je posais la question à Alice tout à l'heure sur le mapping dans Word. Bon, il se trouve qu'en fait ça marchait pas, mais et voilà, ça peut éviter pas mal d'embêtements. Ça peut en créer d'autres aussi si on a pas une suffisamment grande maîtrise du contenu qu'il y aura dans les champs et que potentiellement on va se retrouver avec des caractères qui font tout péter. Mais ça peut être bien utile. Mais ça demande aussi une maîtrise de ce que c'est qu'un JSON, de où est-ce que ça se place. Voilà, c'est Oui, on est des clairement API plus en général, quoi. On est à un niveau d'abstraction inférieur par rapport à Make qui permet de manipuler des objets, des listes, etc. sans totalement s'en rendre compte. Ouais. Zapier est encore à un niveau d'abstraction au-dessus. Là, on redescend encore de quelques niveaux en mettant les mains dans le JSON. Alors, le JSON, c'est pas vraiment de la programmation informatique, c'est vraiment une manière de stocker la donnée. Mais voilà, c'est sûr que c'est un peu plus technique. Alors, Xavier, de toute façon, a depuis Monsieur Pricing demande le pricing. une question. Combien ça coûte? Alors voilà, je vais satisfaire ta curiosité. Voilà, moi, je suis au plan business qui permet de faire à peu près tout ce dont on a besoin. Donc, le plan à $35 par mois, ce qui est pas si peu cher que ça. Je me suis un peu fait un petit plaisir en prenant cet outil-là. Je suis pas sûr que ça ait pour moi la valeur que je mets dans l'outil, mais j'aime bien avoir quelque chose de propre comme ça. Et
Et voilà. Et c'est vrai que tous ces outils en dollars, finalement, maintenant que le dollar est remonté par rapport à l'euro, commencent à coûter beaucoup plus cher, en fait. C'est aussi un point à prendre en compte. Une question, du coup, Pierre. Tu utilises la signature électronique parce que je vois que ça fait partie des. Ouais. Il y a, en fait, directement sur la page, il y a un encart, voilà, valider la proposition. Bon, là, c'est le mode aperçu, donc c'est pas actif. Mais en cliquant là, directement, le client va pouvoir signer électroniquement sa proposition et je suis tout de suite prévenu, etc. Donc ça gère, on va dire que ça peut se rapprocher de Pandadoc dans le sens où je génère automatiquement un document, je peux le modifier si besoin, je peux l'envoyer derrière pour signature électronique. C'est assez... Alors Xavier, c'est de la signature certifiée. Je ne suis pas un expert là-dessus. Baudouin m'a dit que c'était pas parfait pour le marché français. Donc il y a d'autres... Enfin, ça ne suit pas toutes les normes. Après, bon, je pars du principe que c'est mieux d'avoir une signature électronique, même pas totalement certifiée, que pas de signature électronique du tout. Quand on prend en compte que la plupart des contrats aujourd'hui sont signés en mettant une signature JPEG sur un document Word et on envoie ça et tout le monde est content. Voilà, du coup, je le mettrai pas forcément en place pour un de mes clients qui veut un truc carré, etc. Pour mon besoin, j'estime que ça fait taf. Ok. Est-ce que vous avez... Donc, c'est quoi la conclusion? Je trouve que... Quoi le résumé de notre petit échange? Je trouve que Document est à regarder. Hein, c'est effectivement... Très belle découverte. Ça peut être que ça, notre conclusion. Il y avait ces histoires de... il y avait des gens qui aimeraient que tous ces outils soient... qu'on ait une liste, qu'on ait une base avec tous les outils qu'on utilise, mais aussi avoir la notation, en fait, qu'on note les outils qu'on teste avec des étoiles, de façon à ce qu'il y ait un petit peu un adoubement. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué aussi, parce que chaque outil, il a un usage il est pertinent dans certains usages et pas dans d'autres. Donc, c'est compliqué de mettre une notation comme ça. Ça dépend vraiment du texte, quoi. Oui, parce qu'il y a le champ des possibles, la facilité d'utilisation. Après, moi, dans tout ce qu'on a présenté, je vois quand même plusieurs catégories d'outils. Il y a vraiment les outils très simples pour des documents extrêmement linéaires qui ne bougent pas beaucoup, donc des Google Docs, des Word, Page Designer. Après, il y a les outils qui permettent un peu plus de choses, mais qui sont quand même encore relativement cadrés, Document, Pandadoc et autres. Et puis après, il y a des Eledo, il y en a peut-être d'autres que je connais pas, mais qui offrent beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités, mais forcément, techniquement, ça a un prix qui est celui de la prise en main et de la configuration, qui n'est pas forcément toujours léger. Et puis après, il y a un peu à part les outils vraiment pour des cas d'utilisation particuliers. Il y a Pandadoc dans une certaine mesure, mais vraiment, Quiller, typiquement, eux, ils font que la proposition commerciale, quoi. On va pas... c'est vraiment leur cas d'utilisation. Absolument, on pourrait l'utiliser pour autre chose, mais c'est pas forcément fait pour. Adrien propose des espèces de critères d'évaluation de type l'accessibilité, la flexibilité, la connectivité. C'est vrai que voilà, il pourrait y avoir une grille de lecture des outils où on mettrait des checks ou des étoiles. Ça demande un peu de temps aussi, voilà, ne serait-ce que créer la grille, quoi. Après, il faudrait une grille des features aussi. Est-ce que je peux faire ça avec tel outil? Est-ce que je peux avoir un bloc conditionnel avec tel outil? Ce serait hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a un boulot de dingue pour lister tous les besoins, l'évaluer pour chaque outil, etc. Mais ça pourrait être intéressant. Après, pour un usage simple, déjà, si les personnes n'ont jamais touché à la création de PDF à partir d'Airtable, déjà toucher page designer et Document, c'est une bonne base. Enfin, ça permet de sortir déjà des choses. Powerful Benchmark, je connais ça. Ça existe ça, Powerful Benchmark, c'est un outil? Adrien? Je crois qu'Adrien se propose de le faire, peut-être, non? Ah, c'est parfait. Bah écoute, tu nous envoies ça demain, Adrien? Bon, là, on a dépassé. Hein. Je sais pas en tout cas, il y avait plus d'ambiance avec Make et Zapier. Hein.
Oh. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que là, on a mis beaucoup d'outils. Alors, peut-être qu'il faudrait prendre que 2 outils à chaque fois, mais se laisser le temps de creuser plus. Yes. Très possible. Bon, on va réfléchir. En Ça, tout cas, on n'a pas eu- merci on n'a d'être même pas eu resté. le temps de tacler les outils des autres, quoi. Salut. Ouais. On n'a pas eu le temps de tacler, effectivement. Ouais. Merci à tous. Et puis, on Bon. vous dit au mois prochain. Salut. Salut, la Ouais. vidéo, elle sera disponible pendant une semaine sur Twitch et puis après sur la chaîne YouTube No Code Operations. Et puis, on se revoit dans un mois pour la prochaine émission. Allez, Merci salut à à tous. tous. Salut. Merci Julien. Bon après-midi. Salut. Salut.